Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle édition de Quelle Comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française. Je suis ravie de vous retrouver. Zélie d'Allemagne, qui vient de me faire un geste de la tête, et Andrea Vilchange réalise l'émission ce soir et répond en direct à vos commentaires et à vos questions. Bonsoir à toutes les deux. Voilà, sourire. Ce soir, une émission spéciale consacrée à la poésie, et plus particulièrement à la poésie haïtienne. Bonsoir Coralie Zaonero. Bonsoir Béline. Alors, vous êtes comédienne, vous êtes sociétaire de la troupe, metteuse en scène, vous avez adapté un certain nombre de textes poétiques pour le théâtre, ici et ailleurs, à la maison Joël Bousquet de Carcassonne, à la maison de la poésie. Vous lancez, ou presque, puisque vous avez été précédé par votre camarade Noam Morgenstern, la saison des greniers du français. Nous y reviendrons, vous nous expliquerez de quoi il s'agit, avec donc une lecture autour de la poésie haïtienne, enfin de poèmes haïtiens, mardi 17 octobre à 18h, voilà, dans un peu plus d'une semaine. Bonsoir James Noël. Bonsoir. Alors James Noël est votre invité, Coralie est le mien. Donc vous faites partie des poètes dont certaines des œuvres seront lues par Coralie Zaonero mardi 17. Vous êtes, j'ai essayé de vous présenter synthétiquement et d'être fidèle à cette biographie qui est la vôtre, importante, malgré votre jeune âge. Vous êtes l'une des figures de proue de la poésie haïtienne contemporaine. Vous écrivez en français et en créole haïtien. Vous êtes l'auteur de très nombreux recueils. Vous avez été lauréat de l'Académie de France à Rome en 2012-2013. Vous êtes le créateur d'une merveilleuse revue, Intranquillité, voilà un exemplaire consacré à la poésie, mais à la littérature, aux arts, voilà, c'est une revue visuelle. Vous avez dirigé, entre autres, une anthologie de poésie haïtienne contemporaine, parue chez Stock, qui est aujourd'hui... Chez Point, et je reprends vos mots, qui est un tapis volant de subjectivités éclatées. Voilà, on est déjà dans le sujet de la langue. Alors Coralie, peut-être avant d'en arriver à la poésie haïtienne, et pour comprendre un peu le contexte de cette discussion et de ce qui vous amène ici, James, quelques mots d'introduction sur ce que l'on appelle ici les greniers, au grenier, puisque c'est l'intitulé exact. Au grenier. Parce qu'on est tout en haut de la maison de la Comédie Française, sous les toits, c'est ce qu'on appelle la coupole, qui est un lieu qui est assez récent par rapport à l'histoire de cette maison et de ce théâtre, et que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup, parce qu'il est très lumineux, il y a des grandes baies vitrées, et ça crée comme ça, on est un petit peu au-dessus, on est baigné par la lumière, et on est au-dessus du théâtre, il y a les ateliers qui sont juste en dessous, de couture, donc on est vraiment dans la ruche, mais au-dessus de la ruche, c'est à le côté grenier où on vient comme ça se réfugier, ouvrir des malles et avoir un rapport tout à fait intime en fait avec la littérature ou la poésie. Parce que qu'est-ce qui s'y passe dans cette Ce qui s'y passe, c'est un rendez-vous entre un acteur ou une actrice de la troupe et notre public, le public. Et comme il y a peu de place, c'est en ça où c'est un rendez-vous intime. Et c'est un choix de l'acteur, c'est une proposition de l'acteur ou de l'actrice. On a un petit peu une carte blanche en fait à ce moment-là, et ça nous permet, je trouve ça très important qu'on ait ces petites fenêtres comme ça, en dehors de toute théâtralité, parce qu'il n'y a pas, évidemment pas de décor, il y a une table, il y a éventuellement quelqu'un qui est là pour un micro HF, projection éventuellement de petits cartels derrière, mais c'est tout. Donc c'est extrêmement simple, et c'est donc le cœur de notre art, c'est-à-dire la prosodie et l'amour des textes. Et nous sommes un vecteur, ça passe par nous, et on fait partager comme ça des coups de foudre littéraires ou poétiques. Personnel. C'est un moment assez personnel en fait, absolument entre les membres de la troupe. C'est des propositions, c'est-à-dire on fait des propositions et elles sont acceptées ou pas, mais voilà, c'est des propositions qui émanent de nous. Alors que toute la programmation, c'est l'administrateur qui l'a fait. Là, ce sont des propositions des membres de la troupe. Oui. Donc, vous aimez la poésie, je l'ai dit, vous vous êtes déjà exprimé ici sur cette antenne, et puis les gens qui vous suivent le savent, peut-être sans doute autant que le théâtre. Vous êtes venu donc ici évoquer entre autres l'œuvre de Griselidis Réal, qui est une poétesse chère à votre cœur. Vous avez consacré des greniers
déjà à Federico Garcia Lorca, le bruit du théâtre. Voilà, James, vous avez expliqué que... Et Miguel Hernandez, voilà. J'aime bien... Et Miguel Hernandez. Mais en fait, on est interrompu par ce chariot, donc je... Alors pourquoi, encore une fois, ce sont des choix personnels, ces greniers. Pourquoi aujourd'hui la poésie haïtienne? En quoi est-ce un choix personnel? Et qu'est-ce qui résonne en vous, dans cette poésie, dans ces mots-là? Alors déjà, la poésie, on peut cheminer avec. Le théâtre, c'est plus difficile. Le théâtre demande le groupe, demande un autre travail. La poésie, je vis avec. Elle est importante pour vivre, pour survivre, je dirais même, parce que pour moi, c'est la fabrication de la beauté, ou en tous les cas, c'est une nécessité de raconter le monde d'une manière qui permet de le supporter, ou de le magnifier, ou de le comprendre. Enfin voilà. Donc la poésie, je vis avec, j'en lis beaucoup, je l'écoute. Donc c'est pour ça aussi que c'est rare les lieux où on peut en dire, et je trouve qu'ici c'est plus difficile dans nos théâtres, sur nos scènes de théâtre, de la dire. Et donc cette petite heure comme ça permet de faire en effet un gros plan. Alors la poésie haïtienne, déjà parce que j'ai rencontré James qui m'avait invité très gentiment aux 10 ans de la revue Intranquillité, et j'ai découvert du coup cette revue absolument magnifique, et des auteurs, il y avait Jean d'Amérique, James aussi, donc j'ai lu et j'ai découvert la puissance, la vitalité de la création haïtienne. Et honte à moi de ne pas l'avoir connue avant, et ça m'a du coup beaucoup interrogée. Comment se faisait-il que je l'avais pas rencontrée avant, cette poésie? Elle est finalement assez peu enseignée, on la trouve voilà au gré des rencontres, mais j'ai mesuré que dans la francophonie, la place de la poésie haïtienne était tout à fait prépondérante, que René de Pestre est un géant de la littérature, finalement très grand poète haïtien, mais très peu connu. Le nombre de personnes très cultivées à qui j'ai pu parler de René de Pestre et qui ne savaient pas du tout qui c'était, par exemple, je trouve que c'est anormal en fait. Donc dans cette anormalité-là, je me suis dit voilà, ma position de sociétaire me permet de faire des gros plans comme ça, de faire découvrir aussi ce que moi j'ai découvert là, et j'espère le partager avec le plus grand nombre possible. James Noël, ce que dit Coralie, c'est-à-dire cette place finalement un peu secondaire de la poésie, en tout cas en France, est-ce qu'à Haïti, c'est la même chose, ou est-ce que c'est un genre littéraire à qui on consacre plus de temps, plus d'espace, puisque vous dites dans cette anthologie que finalement tous les Haïtiens sont des poètes, ou que voilà. Et très peu secondaire, je ne le dirais pas. Mais c'est vrai, au niveau du traitement médiatique, ça devient très secondaire. Je parle en France pour l'instant, hein, mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, dans les périodes d'après-guerre, la poésie française avait une place prépondérante pour une raison simple, c'est que les poètes, c'est eux qui, comme des figures comme Aragon, qui dirigeaient des journaux, qui avait des émissions à la radio, et puis par exemple il y a des poèmes comme Liberté qui a été disséminé à travers toute la France. C'est-à-dire quand il y a des moments de grande tension, de drame, eh bien c'est la poésie, comme dit René Char, qui dit le dernier mot. À Haïti, comme c'est une zone de turbulence, j'essaie de comprendre aussi, hein, je m'interroge. Et réfléchissons ensemble. Donc du coup, comme c'est une zone de turbulence, il y a beaucoup de tensions. Aujourd'hui, c'est les gangs et les gangsters. Là, c'est la gangrène, avec beaucoup d'insécurité. Et plus récemment, on parle de tremblement de terre, et avant, donc je regarde dans nos rétroviseurs, c'est-à-dire on a les baby dogs, etc., jusqu'à l'esclavage avant 1804. Donc du coup, 1804, hein, pardon, je vous coupe, c'est la révolution haïtienne, voilà, la révolution haïtienne. Par Dessalines. D'ailleurs, justement, le grenier avec Coralie tombe le jour de l'assassinat de Dessalines, alors que c'est la Comédie Française qui propose comme ça, de manière... C'est un hasard de calendrier extraordinaire. Donc voilà, c'est-à-dire Haïti, terre de poésie, parce que le chaos, parce que... Trois petits points. Alors, Coralie, on a parlé de Griselidis Réal. Vous lisez Annie Ernaux. Vous aimez, vous lisez, vous dites les mots de James Noël. Vous êtes
très attaché à l'écriture contemporaine. Oui, énormément. C'est quelque chose qui nourrit ces textes contemporains, qu'ils soient de la poésie ou de la prose. Votre expérience de théâtre ici Bien en français? sûr, bah déjà parce que ça raconte le monde d'aujourd'hui. Et même si nos anciens, nos aînés nous relient au monde d'avant, ils nous montrent ce qu'il en reste, ce qu'il perdure, et que des fois ça permet de nous reconnaître aussi d'une manière immuable dans ce qu'on a de pire, et de faire humanité avec le monde d'avant, c'est toujours aussi très fort. Mais il y a dans l'écriture contemporaine un rapport à aujourd'hui, ici, maintenant, qui me semble essentiel, et puis qui est très créatif. Et qui dialogue avec ce répertoire, qui est un répertoire de création, hein, je le rappelle, la Comédie Française n'est pas qu'un répertoire patrimonial. Bien sûr, bien sûr. Il y a aussi dans ce répertoire des pièces de patrimoine que la troupe, le public aime à retrouver. On a fêté les 400 ans de Molière il n'y a pas si longtemps. Est-ce que ces deux voix-là dialoguent dans votre travail de comédienne? Absolument, bien sûr. Elles dialoguent, elles sont tout à fait liées. C'est comme des racines, en fait. On peut pas être hors sol. Donc les racines, c'est le répertoire. On vient de là. C'est de là qu'on puise aussi notre richesse et notre savoir-faire. Et puis par contre, il faut aussi s'inscrire dans l'univers, là, avec tout ce qui nous arrive. Il faut pouvoir l'accueillir. Donc ça fait remuer les feuilles, les branches, ce qui se passe. Et voilà, je me sens en tous les cas, moi, en tant que comédienne, à cette place-là. Je voudrais lire un petit texte de René Depestre qui parle bien du rapport à la langue française et de ce pourquoi ma position de sociétaire ici m'a donné envie de m'attaquer à la Haïti suffisamment attaqué aujourd'hui pour que je me fasse bien d'attaquer la langue. Mais il dit, de temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française et de lui frotter le corps avec les herbes parfumées qui poussent bien en amont de nos vertiges d'anciens nègres marrons. Et puis j'avais envie de faire entendre René Depestre, qui est important pour tous les poètes. Immense poète. James, la Comédie Française, c'est, je le disais, un lieu de création et aussi un lieu de patrimoine. C'est l'un des temples de la langue française et des grands textes. Cette soirée consacrée à la poésie haïtienne, qui a lieu à une date, historique, en tout cas une date importante, symbolique, même si c'est fortuit, et peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être qu'il y a eu un inconscient de part et d'autre qui fait que ça a été programmé à ce moment-là. Est-ce que vous y voyez une forme je sais pas, de symbole, de signal, ou juste un effet facilitateur parce que la Comédie Française est un label connu qui attire un public, somme toute, assez large, et que, sans doute, plus que la poésie et la poésie haïtienne. Ma question est un peu longue, donc si vous voulez que je la répète ou que je la morcelle, dites-moi. Mais qu'est-ce que ça porte, en fait, cette programmation de ces textes-là, dans cette langue dont on va parler ensemble, ici au français? Il est bon pour la poésie, tout court, d'être lu par des bouches qui adorent ça. Il est bon d'être à la Comédie Française parce que, justement, la langue française et puis ce temple mythique et la poésie qui adore se frotter au mythe, qui adore vibrer, et donc il faut que tous les murs de la comédie tremblent ce jour-là grâce à la poésie haïtienne, et ça peut être une brèche ou une petite lorgnette pour faire advenir une nouvelle vision sur Haïti, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire ce pays qui est comme sur le déclin. On laisse mourir Haïti. On laisse mourir Haïti, ce pays qui ne veut que vivre. Et Haïti ne doit pas seulement la priorité par rapport à la poésie, par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à son actualité. C'est-à-dire, moi, je suis très touché, très sensibilisé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Israël, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. On a malheureusement tendance à faire trop de compartiments des douleurs, des malheurs, alors que nous avons
en commun cette boule bleue dont parlait Paul Éluard, qu'on appelle la terre. Et il faut la chérir. Et grâce à la poésie, et à travers la complexité de notre existence, on peut toucher tellement de choses, tellement de monde. Donc, je suis heureux d'être ici, de parler très modestement au nom des poètes haïtiens et de la poésie de partout. Et merci Coralie de nous avoir invités. Alors, dans cette poésie haïtienne, on va y aller. Hein. Il est beaucoup question d'amour pour la terre d'Haïti. Il est question de chaos, de misère, de vie. C'est une langue très sensuelle aussi, de corps. Mais au-delà des thématiques qui sont envisagées par et des voix, par les différents poètes, il y a comme une espèce de musique particulière. On en parlait un peu avant l'émission. Vous qui la mettez en voix, cette musique, et vous, James Noël, qui aimez faire accompagner vos lectures de musique, vous travaillez avec des musiciens. Est-ce que c'est quelque chose, qui fait écho en vous, cette idée qu'il y aurait presque une musique de la poésie haïtienne, au-delà la multitude des voix des poètes? Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de la francophonie. C'est-à-dire que c'est René Philoctète qui disait de ne jamais oublier, qui est un des autres grands poètes haïtiens, qui a écrit d'ailleurs les poèmes Amarga, Aragon et les Edelza. On ne connaît que, alors qu'en fait Philoctète a écrit un hymne à sa femme extraordinaire. Il disait, il faut jamais oublier de là où l'on vient, écrire de là où l'on vient, mais être une île qui marche. Et je trouve cette vision absolument magnifique, parce que c'est une langue qui est pleine et forte de son histoire, de la manière dont elle a été apprise aussi. En effet, elle vient d'une période terrible qui est l'esclavage, et donc d'un rapport de domination, une langue forcée. Il a fallu inventer un héritage contraint, vous le disiez tout à l'heure. Contraint, mais c'est là pour ça peut-être que c'est une langue de résistance, c'est qu'à l'intérieur d'un héritage contraint, il y a une volonté de transcendance, de résilience aussi, et de faire avec autre. Et se faire avec autre invente des frottements, invente des images qui s'entrechoquent et qui sont, moi j'ai l'impression, c'est bon, là parce que je travaille sur autre chose, mais Cavana disait un bon dessin c'est un coup de poing dans la gueule. Mais je trouve que la poésie des fois fait cette chose-là, c'est-à-dire un bon poème peut vous mettre aussi KO. il y a de ça dans la... Il y a une forme d'émotion universelle dans la poésie, et dans cette poésie-là. Forcément, comme c'est toujours lié par rapport à l'histoire, je ne vois pas de la poésie haïtienne comme poésie liée à l'histoire, c'est-à-dire tout poète écrit dans son contexte. On est héritier de notre histoire. Et par rapport à la langue française en Haïti, c'est une langue, la langue française, qui est sous tension. Parce qu'il y a la langue créole à côté, et la langue de la majorité, la langue de la masse. Le français reste, ça c'est encore les effets, les conséquences de l'histoire. Le français reste la langue élitiste. Et donc du coup, chaque poète se doit de se faire un travail vaudouesque, magique, pour charmer ces deux langues, pour les rendre, pour les unifier, pour les mettre au même lit, pour qu'elles s'adorent, pour qu'elles se comprennent. Et donc du coup, voilà, il y a cet effet-là, toujours électrique, qu'on trouve dans la main des poètes, parce qu'ils ont deux langues qui marchent dans leurs mains. Vous disiez, j'écris en créole de la main droite et en français de la main gauche, ou c'était l'inverse? Oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pour attirer l'attention sur cet état de fait, justement, comme pays bilingue, Haïti qui est sur la même île que la République dominicaine, c'est-à-dire nous évoluons dans un contexte de multilinguisme. Ça veut dire il y a tension, et c'est heureux. Et des fois on peut voir ça comme un malheur, parce que comment trouver
sa place, comment trouver son souffle dans ce foisonnement de langues. Et bien pour les artistes, eh bien, c'est une situation idéale parce que faire le lit avec autant de fleuves, eh bien, c'est forcément prolixe, c'est forcément. Ah oui, ça devient bouillonnant. En tout cas, comme possibilité, ça donne cette possibilité-là. Alors, on évoquait. Évoluer dans l'embouchure, quoi. Ça fait tomber les murs. Les politiques en érigent de partout, et c'est les bombes qui les font et qui les explosent. La poésie, c'est l'inverse. Elle crée comme ça, il parle de fleuves, mais les fleuves se rencontrent, finissent par se rencontrer, par se mêler, et c'est en ça, pour moi, c'est le lit de l'humanisme, en fait. Et c'est pour ça qu'on en a absolument besoin. Elle est nécessaire pour moi aujourd'hui, la poésie. Je pense qu'elle fait du bien. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est un peuple et qu'Haïti a créé une langue poétique française parce que il y en a et créole aussi. Et créole aussi, que je connais un peu. Pas forcément parce que oui, quand vous écrivez en créole, parce qu'il y a il y a ce français qui est sous tension et qui est une langue, un autre français, sous tension poétique, je dirais. Et le créole, on n'est malheureusement pas compétente pour en juger. Mais est-ce que c'est le même détournement avec la langue créole lorsque vous écrivez des poèmes? Moi, c'est différent. Physiquement ou thérapeutiquement, j'ai besoin des deux pour survivre, pour me réaliser tout court. Et puis la langue française de mon imaginaire a besoin aussi de l'influence du créole. Et moi, par exemple, c'est à partir du moment où j'ai écrit mon premier poème en créole, qui est ma langue maternelle, et c'est là que j'ai réussi à comprendre ma démarche poétique d'expression française. Vous avez eu besoin du créole pour faire advenir finalement le propos poétique en français, c'est cela? Oui, j'avais tellement peur de passer à côté de moi, et donc du coup je m'interrogeais par rapport à la langue. Au fait, quand on démarre dans la vie, on est perdu, et c'est pas un malheur en soi, ça veut dire qu'il y a une équation à résoudre. Et donc, je me collais à la tâche, et grâce au créole et au français, j'ai trouvé mes deux serpents, il fallait trouver la manière de les charmer. À partir du moment où j'ai réussi à les charmer, donc du coup, il y a quelque chose d'arc-en-cielique qui a pris forme. Et là, je pourrais dérouler ma petite feuille de route avec des petits poèmes. Donc c'était une manière, avant tout, de me reconnecter avec moi-même, qui a dit deviens ce que tu es. C'est-à-dire, c'est pas donner d'avance pour trouver sa route. Moi, c'est par les mots que je sentais que ça commence à me libérer. Et comme je disais, j'écris pour avoir de mes nouvelles. C'est pas si nombriliste que ça, finalement. On a évoqué les influences de Coralie, les influences littéraires. Griseldi, Sani Arnaud. En poésie, Aragon. Aragon, oui, qui est un de mes poètes préférés, oui. Quels sont les vôtres? Tout à l'heure, vous avez parlé de musique. Bon, par exemple, j'étais fasciné quand j'étais écolier, par exemple, en lisant même le cantique des cantiques de la Bible. J'étais frappé par cette musicalité sans instrument. Donc c'était une fascination, mais sans savoir. À l'époque, la poésie ne m'intéressait pas du tout, mais j'étais frappé par cette musicalité. Et la même chose m'est revenue quand j'ai découvert les poèmes de Verlaine. Je fais ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre.
Et là, voilà encore, il y avait tellement un puits de son et de sens, et puis tellement musical. Il me manquait juste la cavalière. Il me manquait juste la cavalière pour danser, alors qu'il n'y avait pas d'orchestre immédiat, il n'y avait pas d'instrument. Et c'est-à-dire la musique, voilà, peut être omniprésente, comme nous sommes pas loin d'un champ d'abeilles par ici, dans la ruche. Une ruche. La poésie peut être vraiment très présente. Et puisque d'ailleurs nous en avons sur le toit. Dans l'écriture. Ouais. Coralie, est-ce que vous voulez chanter un poème? Je vais... oui. Merci à James parce qu'il nous offre des inédits. Oui. Et c'est assez formidable. Je vous laisse dévoiler 2-3 choses parce que alors mardi, il y aura quelques inédits, mais voilà, c'est quand même du solide et c'est un vrai voyage pour les gens qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent aussi, avoir le bonheur de retrouver des textes fondateurs, on va dire, de la poésie haïtienne. Et j'ai voulu que ce soit un vrai voyage avec des thématiques précises qui racontent Haïti. Et là, c'est vrai que l'actualité est terrible de par le monde. En effet, tu as eu raison aujourd'hui, Israël et la Palestine sont particulièrement touchés et le chaos est là et je suis une fille de Port-au-Prince. C'est un texte que James vient d'écrire il n'y a pas très longtemps. Donc je veux bien... J'ai 2 poèmes. Est-ce que je lis les 2 l'un après l'autre ou Bon, allez. Je vais peut-être quand même, par plus d'assurance, mettre mes lunettes. Alors. On en est tous là. Ouais. Je suis une fille de Port-au-Prince, un garçon manqué peut-être, dans cette ville tatouée de balles, gangrénée de gangs, de fossoyeurs d'étoiles, rapide au grand gâchis de la gâchette. Il tue le temps à manger l'autre dans un éclat de rire. Il n'y a plus de frontières entre le jour et la nuit, plus de frontières entre le blanc et le noir d'un regard. Passez-moi le fait d'être limite, tous les chemins mènent à l'éclipse. C'est blackout dans le cœur mâle du soleil, blackout dans le jaune d'œuf, l'aveuglement dans le blackout sans borne. Je suis une fille de Port-au-Prince, un garçon manqué peut-être, dans ce pays décapité, où les ombres dansent sur la tête pour singer le rêve des toupies et les 7 couleurs du sang versé, à l'endroit et à l'envers. C'est mal barré pour l'horizon. Les fossoyeurs nous parlent d'avenir, ils ont quartier libre et carte blanche. Passez-moi le fait d'être limite, je suis une fille de Port-au-Prince. Et un deuxième poème qui s'appelle Volant de lumière. Il lâche des bombes, co, boum. Il lâche des bombes, les couilles molles des cloches dingues, les pointus de la balistique, les connards à fragmentation. Qu'allons-nous faire, mon amour, à présent que le futur se trouve menacé d'anachronisme, avec ces fous en avant de pointe qui ne pensent que par tête nucléaire? Les rues sont menacées, prises de vitesse par l'histoire. Qu'allons-nous faire, à part nous chavirer à 2, déchirer la gueule ouverte notre existence, à 4 pattes à l'arrière d'une bagnole, histoire de rouler quand même dans nos artères? La radio crache, cache, il lâche des bombes. Les enfants entendent des bonbons, tout en continuant à jouer le plus gaiement du monde. Le futur est menacé d'anachronisme. Les rues gardent encore de jolies courbes pour tes hanches. Chavirons-nous à l'arrière d'une bagnole, histoire de nous mettre en pilote automatique. Brisons nos phares, touchons la nuit. Le cœur est un volant de lumière pour des manchots aveugles. C'est bien de lire les 2, comme ça on a un petit aperçu de la langue de James. Je trouve que tu lis très très bien. Ah bon? Peut-être que je pourrais être engagée à la comédie française. Quelle attention singulière requiert la lecture de cette poésie? C'est très charnel en fait, la poésie. Je trouve le fait de dire à haute voix, de jouer d'ailleurs, c'est-à-dire avoir les mots dans la bouche, de les mâcher, on sent la langue. Il y a quelque chose de l'ordre du goût. On goûte les mots. C'est ça que je ressens beaucoup avec la poésie quand on est face à de la très bonne poésie, bien sûr. La bonne poésie fait ça. Elle est à l'intérieur, elle vous prend et du coup elle fait des émotions, elle irrigue, elle s'insinue. Et c'est ça qui est assez magique en effet. Il y a quelque chose de fort et vous voyez de très moderne.
Et ça n'est pas que très moderne. Il y a quelque chose qui, enfin, en tous les cas, moi, je trouve ça très beau. Cette mise en voix, vous dites que c'est du jeu. Vous êtes dans le jeu? Pas complètement, parce qu'il faut faire entendre une langue et du coup ne pas trop mettre quelque chose devant. Il n'y a pas à mettre de l'émotion devant, il y a juste à la faire sonner. À la faire sonner en étant dedans, tout en ayant une certaine distance pour pouvoir la faire entendre. C'est un exercice tout à fait particulier. Ne pas trop se laisser dépasser pour qu'on soit toujours dans à la fois recevoir le sens et recevoir les sonorités. Par l'expérience de l'actrice ou par l'émotion? Non, des fois plus parce que ça peut nous faire. Des fois parce que le texte peut nous faire. Et des fois, il faut s'en protéger. Parce que la poésie a ce pouvoir-là de provoquer une émotion archaïque. Bien sûr. Ce qui est important, c'est que ce soit l'auditeur, celui qui la reçoive, comme le public. C'est au public. Comme là, il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de personnage. On est vraiment juste dans le dire, dans faire entendre. Et c'est en ça où c'est un exercice qui nourrit aussi l'actrice avec face là pour le coup à des personnages où là on est face à des personnages qui peuvent être envahis d'émotions. Il faut ressentir. C'est un équilibre. Et comment vous mettez cette émotion justement qui peut sortir à distance? Alors là, en lisant, relisant. C'est une dignité. Je pense, en fait. Une dignité à avoir face aux thématiques, face aux poètes en eux-mêmes, dont on se fait le vecteur, en fait, quand on les représente. James lit très bien. Donc lui, il fait partie des poètes comme Jean d'Amérique, que j'ai pu entendre aussi, qui savent lire, qui savent dire. Mais c'est assez rare, donc je trouve ça important qu'il y ait des acteurs et des actrices pour faire sonner la langue. Comment on fait sonner sa propre langue, James Noël, avant de vous entendre? Quand vous voulez. Hein. Il faut juste mettre ses lunettes pour changer notre vision du monde. Alors, pan. Je dois juste rappeler avant de faire sonner ma propre langue que le poème qu'a si bien lu Coralie, les poèmes que Coralie nous a présentés, c'est inscrit dans le cadre d'une résidence que je réalise en ce moment, dans le 18e, à la librairie Le Pied-à-Terre, où j'ai aussi des ateliers. Et ces textes vont faire l'objet d'un livre intitulé Pan, dont voici un extrait. Aujourd'hui, un passe-beauté. Et puis, la petite et la grande famine. Parmi les tireurs d'élite, dans cette ville manquée, surdouée de douille, où les pans sont brûlés vifs, et les écoliers mangent la craie et tout le dos de leur fauteuil pour effacer le tableau. En abondance. Mon pays me quitte, ma haute terre, aux yeux d'abîme et d'océan. C'est terrible à dire, la terre mienne qui me quitte. Un abandon sans nom, m'habitant dans l'abdomen comme qui dirait un abandon en abondance. Le premier qui me parle de malédiction sur fond gluant de misère noire, je le jette à la mer. Mon pays me quitte. Voilà. C'est l'abandon en abondance, débordement de l'abondance en abandon. Je suis riche, de plein de chagrin, coté à mort pour la bourse et pour Wall Street. Le premier qui me parle de nostalgie, de damnation en peau de couleur, c'est pas de chance. Je le jette à la mer. Quand vous écrivez, est-ce que vous écrivez à voix haute? Oui, mais à voix très très haute, mais
À l'intérieur de ma tête. Une voix de tête qui se tait. Elle se... Non, sans tête d'oreiller. Votre voix intérieure est très forte et elle vous accompagne dans l'écriture? Beaucoup. Beaucoup. J'ai la voix grave, mais j'écris avec une voix de fille. C'est étrange. Donc du coup, ça chante, ça monte, ça veut sortir. Et je sais pas à parler d'accouchement. Vous faites votre propre maïeutique. Donc du coup, voilà, c'est comme un rêve. On y croit à peine. Mais on le sent avant. On le sent avant. Et on sait qu'on le porte par prétention. Tout comme... Parce que c'est tellement quelque chose de bizarre. Et après, quand c'est sorti, on le signe faute de prétention, justement. Parce que ça doit nous dépasser. Moi, par exemple, un poème qui ne me dépasse pas. C'est-à-dire, je sais que le petit crétin qui regarde ça, n'a pas le droit de le signer. Mais comme il n'y a personne autour de moi, je le signe. Un poème qui vous dépasse pas, c'est quoi un poème qui ne vous dépasse pas? C'est-à-dire auquel vous comprendriez tout? Le poème, on peut élargir le cadre, c'est-à-dire de tout art. Quand c'est pauvre, quand c'est fort, ça nous renvoie à notre humanité. Et même si je crois beaucoup en l'homme, en la femme, mais en même temps, c'est quelque chose qui doit t'inviter à la modestie, parce que tu te demandes où est-ce que tu as trouvé ce moyen, d'où tu puises ce moyen de réaliser ça. Comme quand tu regardes un enfant, moi j'ai 2 filles, comment j'ai pu faire ça? Tellement ça te dépasse. Et mes filles ne vont pas être contentes, mais quand j'écris, j'ai le même sentiment, en me disant, tiens, d'ailleurs, dans mon imaginaire, ça ne me ressemble pas. D'où est-ce que ça sort? Donc du coup, je signe. Et vite, avant que, voilà. Avant quoi? Avant de le perdre, parce que je perds pas mal de merveilles. Mes meilleurs textes sont perdus. Ils sont perdus dans votre tête. Il faut convoquer votre voix. Ce que vous nous décrivez, c'est finalement l'inspiration, non? Est-ce que c'est une manifestation de l'inspiration, quelque chose qui jaillit? J'aime bien tout à l'heure l'idée du grenier, parce que ça invite à la dimension artisanale des choses. Vous avez vu, il y a du grain à moudre. Donc du coup, dans ce temple, par exemple, qui est peut-être peuplé de perfectionnistes, de personnes exigeantes, tout ça. Donc du coup, c'est une invitation à être brouillon. Et moi, quand j'écris, justement, il y a cette dimension-là. Je crois un peu à l'inspiration, mais avant tout, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. J'efface. Et c'est ce qui émerge de mes ratures qu'on ne voit pas. C'est ça le poème. Mais avant tout, c'est le problème avant tout. C'est des tas de problèmes. Et puis après, il y a quelque chose qui émerge. Les mots savent de nous, comme a dit, je crois, c'est Éluard, plus de choses que nous savons d'eux, quoi. Dire, en écrivant, et là, par exemple, dans le cadre de mes ateliers d'écriture, c'est d'expliquer, en démystifiant et en démystifiant la poésie, voilà, que c'est quelque chose qui s'apprend grâce à la lecture. C'est-à-dire, quand je lis René Philoctète, René de Pestre, quand je lis Faramartine Lérisson, ou quand je lis Aragon, dans les romans inachevés et tant d'autres, et même chez des romanciers, c'est-à-dire la poésie n'est pas seulement confinée dans les recueils de poèmes. Et moi, je crois même que chez certaines personnes qui ne savent ni lire ni écrire, tu peux avoir la poésie. Comment capter ce moment-là? Et c'est cette vigilance-là qu'on a tendance à perdre, quoi. C'est-à-dire cette attention par rapport à des choses plus grandes que nous, et comment les capturer.
Coralie, c'est juste parce que James l'a cité et je suis contente qu'il l'ait fait parce que je voulais lui rendre hommage. C'est une poète qui a été assassinée chez elle en 2020 par des gangs. Et j'ai juste envie d'en parler pour montrer en fait le côté dingue de ce qui a lieu Farah Martin Hérisson, Farah Martin Hérisson, exactement, qui était chez elle avec son mari et son fils. Ces deux hommes sont rentrés. En fait, ils se sont trompés de porte visiblement et ils les ont tués. Ils ont tué son mari, elle et leur fils a été laissé pour mort et finalement, heureusement, il a survécu. Mais voilà, c'est une tragédie. C'est une grande poétesse. C'était en 2020. Elle a pratiquement mon âge. J'ai vu, voilà, on a 1 an d'écart et ça m'a, quand je l'ai découverte et que j'ai vu cette histoire, ça m'a bouleversée particulièrement parce que je me suis vue en miroir, en train de faire mon art. C'est comme si, voilà, je suis chez moi, je prépare mon grenier, toute heureuse. Et puis d'un coup, paf, on arrive, et puis c'est peut-être terminé. Et puis personne n'en parle. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de justice, il n'y a rien, en fait, parce que c'est un cadeau tel que c'est d'une impunité totale. J'aime bien la métaphore que représente Farah Martin Hérisson. C'est un cas très fort et je pense qu'elle symbolise bien ce qui se passe en ce moment en Haïti. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Je peux dire un vers. J'ai une question à vous poser. Oui. Ce que décrit peut-être avant ce que décrit James Noël dans cette façon de se laisser dépasser et en même temps de travailler et de laisser finalement advenir quelque chose d'indicible, enfin voilà, et qui sera le résultat. Est-ce que ça se rapproche pas de votre métier de comédienne? De votre métier de comédienne? Oui, bien sûr, c'est, encore une fois, c'est de l'artisanat, il le dit, c'est de l'artisanat. Il y a du travail, voilà, de l'artisanat. Et il y a... Trop d'accord quand il a parlé d'artisanat. C'est exactement ça. C'est un artisanat, c'est une patte humaine. Mais s'il n'y a pas à l'intérieur de cette patte humaine un souffle qu'on ne peut pas nommer, moi qui ai beaucoup travaillé sur la poésie espagnole aussi, Lorca parle du duende, c'est-à-dire quelque chose d'assez indéfinissable qui, quand il arrive, en fait, traverse et nous porte au-delà, va plus loin et nous permet de nous dépasser, moi j'appelle ça la transcendance parce que je pense que l'homme, d'où aussi le besoin et la nécessité des religions très souvent, de la foi, c'est qu'il a un infini besoin de dépasser sa condition humaine parce qu'elle est trop petite et qu'on porte en soi quelque chose de plus grand. Et il me semble que l'art est un vecteur pour atteindre à cette conscience et à ce sentiment d'être... Ouais, de s'ouvrir et d'être porté et cette ouverture, pour moi, va dans ce que j'appelle l'humanité, l'humanisme, c'est-à-dire nous frères humains, au-delà des frontières, au-delà des murs. Justement, ça fait tomber les murs, ça nous relie. Et quand, grâce à la francophonie, on peut être relié comme ça avec l'autre bout de la terre, ces Caraïbes qui sont martyrisés et qui, d'un coup, on peut se parler parce que la langue est commune et qu'on peut se faire l'écho comme ça d'une tragédie qui a cours, c'est très fort. Enfin, en tous les cas, moi, je suis heureuse de pouvoir le faire ici, parce qu'il me semble que dans cette maison, nous nous le devons par rapport à la francophonie. C'est ma mission en tant que sociétaire, de faire sonner cette langue-là et cette sororité que je sens avec Farah Martin Hérisson. Je la sens aussi, non seulement parce qu'elle est ma contemporaine directe, mais parce qu'elle parle la même langue et que sa poésie, je la dis, et que elle est morte comme ça. Avec cette bêtise, cette froideur, qui caractérise, voilà, qui caractérise ce qui se passe aujourd'hui en Haïti. Et voilà, je me dis que c'est, voilà. En fait, on l'a laissée pour morte aussi. Elle est morte, mais voilà, il y a sa poésie qui est si vivante et c'est ce qui justifie cette contagion. Et là, c'est une chance parce que la poésie de Farah Martin Hérisson, elle invite à la fête, elle invite à la joie, elle invite à l'amour, elle invite à des sentiments qui sont profonds et qui sont intemporels. Et c'est pour ça, par exemple, que l'art, la poésie, la poésie surtout dira toujours le dernier mot. Dans le grenier, j'ai prévu de dire un grand et long poème de Farah Martin Hérisson. Là, c'est juste quelques vers. Dis-moi à grands coups d'espace le crissement de ton cœur qui s'effeuille, nudité des songes. Aujourd'hui est un arbre de sable sur la nuque du matin.
mais c'est tellement beau. Aujourd'hui est un arbre de sable sur la nuque du matin. C'est visuel, c'est sensible, c'est charnel, c'est beau. Et c'est, voilà, c'est ça la poésie. Vous avez également, dans cette brochure, enfin, en tout cas, vous avez travaillé sur des textes. Je crois que la brochure est encore en cours d'élaboration, mais les œuvres de Farah Martin Hérisson le disait, Savannah Savary, René Philoctète, Franck Etienne, Lionel Trouillot, Evelyne Trouillot. Comment est-ce que on constitue un corpus que vous allez donner à entendre, que vous allez mettre en voix? Je veux dire, parce que cette poésie haïtienne, elle est plurielle, elle est prolixe, elle est très contemporaine, elle est plus ancienne. Voilà, comment au milieu de toutes ces œuvres, vous faites votre choix? Alors, j'ai travaillé comme je travaille toujours quand je fais des adaptations. Je fais beaucoup ça, des adaptations d'une matière qui n'est pas forcément théâtrale. Et quand je dois la dire ou que ça passe par moi, ça passe par moi. C'est-à-dire, ça passe par ce que j'aime, ce que je vais avoir envie de dire, ce qui me parle, ce qui me touche. Et mon choix s'est fait vraiment comme ça. J'ai eu envie qu'il y ait aussi beaucoup de voix féminines, sans arriver à toucher à la parité parce que c'est difficile, mais en tous les cas qu'il y ait aussi des voix féminines, anciennes et plus contemporaines qui se donnent la parole et qui dialoguent. En fait, c'est se faire dialoguer ces poètes-là qui, en plus, ont une grande culture les uns avec les autres. Ça, je l'ai appris de James, c'est-à-dire que ce sont des grands lecteurs qui connaissent par cœur les œuvres des autres, qui lisent les œuvres des autres et qui, du coup, en créant, en écrivant, écrivent chargés comme ça de ce qui s'est fait avant, en connaissance de cause, quelque part. Donc, il y a un écho. Et j'ai essayé que cet écho soit audible. Et pas qu'à l'intérieur de la poésie haïtienne, c'est-à-dire les poètes, ils sont chargés, c'est des entités hantées, quoi. C'est-à-dire, ils écrivent avec Philoctète, ils écrivent avec Rimbaud, avec Villon, ils écrivent avec Emily Dickinson, ils écrivent avec Shakespeare. Et il y a vraiment cette volonté, et surtout dans la Caraïbe, de faire monde, de faire œuvre monde, parce que le monde est passé par là. Donc du coup, c'est un retour de bâton. Et Christophe Colomb, comme a dit Glissant, est arrivé, et c'est nous qui revenons. Il y a un texte très beau sur Christophe Colomb. Oui, Stéphane Martelly, qui est dans la revue de la Tranquillité, en effet. Stéphane Martelly, qui est une femme. Vous connaissez sa brochure, enfin vous connaissez ses choix, ses textes? Pas vraiment. C'est une surprise. Elle m'a posé quelques questions que j'ai répondu avec précipitation, mais j'ignore tout de ce que fait madame. Est-ce que à travers cette brochure, ces choix-là, et d'autres, ça dit quelque chose de vous, Coralie Zanéro? Oui, je pense, sûrement. Une espèce de portrait en creux Ce sera pas à moi de le dire, forcément, puisque ce sont mes choix. Un choix, la liberté de choisir, et à partir du moment où on choisit, ça vous définit, ça vous limite aussi. Donc après, il y a aussi ces histoires de droit, d'autorisation. Donc j'attends encore vraiment d'être certaine de pouvoir, notamment faire résonner les voix féminines. J'espère que ça va pouvoir être le cas. Donc oui, sûrement sur des thématiques et surtout ce qui me touche, c'est bien sûr. Peut-être qu'on peut terminer avec vous, avec votre voix à vous, James Noël, un dernier poème. Des poèmes. Un dernier texte. Tu as d'autres poèmes? Moi, j'en ai une là, mais j'ai... Ça, des poèmes, elle en a. Oui, ça, c'est quelque chose. Attends, j'en ai aussi. Là c'est... Ça, cas d'espèce, en toute magnitude. Ça me va. Cas d'espèce. Espérons, entrons dans les rangs, sans ronronner. L'optimisme est la règle pour tracer l'horizon. Mais le futur trotte
comme un cheval blessé. Depuis que l'homme a pris les rênes de la déroute, espérons, croisons les doigts sans casser les ailes à une mouche, une libellule. Maintenant que les poissons foutent le camp de leurs nageoires, le fond marin est fendu au creux du firmament. Le futur craint l'eau froide. Il a les pelures et les pépins amers. On a trouvé la main de l'homme dans le pot de confiture. Et il ne reste plus rien que le reste. On continue la danse dans le dépouillement des tambours, des forêts vierges. Espérons que l'espèce saura sauver sa peau. On a trouvé la main de l'homme dans le pot de confiture. Merci. Merci à tous les deux. Merci James Noël de nous avoir fait l'amitié de votre présence. Merci beaucoup à Coralie pour cette proposition. Et voilà, merci à tous les deux. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Vous pouvez retrouver le programme des greniers sur le site de la Comédie Française, votre grenier consacré à la poésie haïtienne. 17 octobre à 18h. Je crois que pour avoir des places, il faudra peut-être venir le soir même au cas où il y ait des désistements parce que c'est assez complet. C'est complet. Très heureuse. Il y a toujours, je crois, toujours une possibilité. Le jour même, en venant, il faut y croire. Il faut y croire. Alors la première partie de saison de ces greniers donnera à entendre des auteurs et autrices aussi diverses, un nouvel haïtien que Guy Régis Junior, votre camarade Christian Gonon, voilà. Il faut le dire, c'est vrai. Milorad Pavic ou Delphine Orviller, à partir du mois de mars 2024, année olympique, honneur au sport et aux auteurs et autrices qui l'ont célébré, de Jean Echenoz à Ingrid Astier ou Serge Danet, voilà. Donc la programmation de ce grenier consacré au sport labellisé Paris 2024 est également disponible sur le site. Vous pouvez la consulter sur le site de la Comédie Française. La semaine prochaine, rendez-vous à la Coupole, figurez-vous. Nous ne serons pas ici pour une émission donc avec Éric Ruff que j'aurai la chance d'animer et les académiciens, consacrés au théâtre à la table et consacrés précisément à l'île des esclaves qu'ils ont joué à la table sous la direction d'Éric Ruff. En attendant, bonne soirée et puis bonne semaine à vous toutes et tous. Bonne semaine à Zélie et à Andrea qui nous sourient. Et à vous aussi, Béline. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pour ces entretiens toujours aussi bien menés. Je rougis, je rosis.